Bonjour. Alors, cette vidéo n'a pas pour vocation d'être un cours parce que je ne me voyais pas remplacer une séance de cours par un enregistrement vidéo filmé depuis chez moi seul devant mon ordinateur. Pour moi, le cours, c'est avant tout un lieu d'échange. Simplement, je voulais commenter un certain nombre de points à partir des documents que je vous ai adressés, documents que je vous adresse pour vous aider à réaliser le travail de rédaction que vous aurez à me remettre et sur lequel vous serez évalué. Donc, je vous ai adressé des documents, je vais les passer en revue. Alors, ces documents sont de deux natures. Il y a des documents qui étaient les documents que j'avais l'intention de vous remettre en cours, qui sont des textes, puisque nous travaillons essentiellement à partir de témoignages qui sont les témoignages de la littérature conservée. Et puis mes notes de cours. Hein, comme vous le savez, pendant les séances de cours, je fais défiler sur le tableau quelque chose qui n'est pas un cours en forme, donc un cours rédigé, mais qui sont des notes, et je reviens sur ces notes avec vous. Donc ce que je vous ai adressé, c'est ça, ce sont des textes et ce sont des notes de cours. Donc je ne vais pas relire les notes de cours, hein, je vous laisserai les étudier. Évidemment, ça n'est pas toujours d'une très grande exactitude parce que ce n'est pas rédigé, mais je pense que c'est tout à fait lisible. Alors, je voulais d'abord revenir sur ce qui avait été entamé lors de la dernière séance où nous avons pu nous voir, c'est-à-dire la présentation de l'Académie de Platon. Alors, vous vous souvenez, j'avais distribué comme texte d'étude des extraits du livre 3 de Diogène Laërce, enfin un extrait du livre 3 et un extrait du livre 4, donc qui sont les deux livres consacrés respectivement à Platon, sa vie, son œuvre, livre 3, et ensuite à l'Académie, après Platon, livre 4. Alors, je vais juste très rapidement rappeler ce que j'avais dit lors de la séance précédente, d'une part parce que certains d'entre vous étaient absents, et d'autre part parce que ça permet de relier avec ce qui va suivre. Donc ce sera très rapide. Nous avions vu dans le passage du livre 3 que nous avions lu ensemble, au sujet de la vie de Platon, que le texte de Diogène accumulait différents témoignages, plus ou moins vérifiables et même plus ou moins crédibles pour certains d'entre eux, témoignages de toutes sortes, dont certains qui sont élogieux à l'égard du personnage et d'autres qui sont les traces des polémiques et des attaques, souvent très personnelles, qui pouvaient être vraiment un objet important au sein des écoles philosophiques et au sein des débats entre elles. Donc, toutes sortes d'éléments hein, factuels, plus ou moins fiables sur la vie de Platon. Et nous avions vu que ce qui était intéressant, notamment dans le récit des circonstances de sa naissance, c'était que pardon, excusez-moi, il y avait une véritable tentative de divinisation du personnage, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de légende hein, qui entoure la figure de Platon. Cette légende, on l'imagine bien, elle naît au sein de l'Académie, parmi les premiers disciples de l'Académie. Elle va ensuite être sans cesse complétée, réélaborée et puis transmise. Hein. Légende qui fait de Platon un personnage qui certes est un personnage historique, ça nous le savons et nous n'avons pas de raison d'en douter, mais un personnage historique dont l'existence et la nature même flirtent avec la divinité. Voilà, donc on avait vu ça ensemble. Et puis nous avions commencé à présenter la naissance de l'Académie. Donc je rappelle, hein, vous l'avez dans les notes, elle est fondée en 387 avant Jésus-Christ lors du retour de Platon, son séjour de Sicile. Alors, j'avais montré, vous le reverrez dans les notes, que ce qui caractérisait l'enseignement de l'Académie à ses débuts, c'est sa dimension politique très très affirmée. Hein, et j'avais utilisé la comparaison euh, proposée par Henri Irénée Marou, qui faisait de cette école un séminaire de conseillers politiques et de législateurs. Et j'avais dit en quelque sorte une sorte de Sciences Po, si vous voulez, avant la date. Et ce que l'on voit à travers les sources qui parlent de cette histoire des premiers temps de l'Académie, c'est que non seulement l'enseignement de Platon connaît immédiatement un très grand succès,
que ses disciples viennent de toutes les régions de la Grèce et que ces disciples sont tous issus des meilleures familles de la Grèce. Ce sont donc des jeunes gens qui ont vocation à, une fois avoir atteint la majorité et être devenus des citoyens de plein droit, qui ont vocation à participer au gouvernement de leur cité. Donc ils ont vocation véritablement à être des dirigeants, des responsables politiques, et on voit bien qu'ils viennent chercher, à travers l'enseignement de Platon, un moyen d'acquérir la maîtrise des questions et des enjeux qui sont ceux du gouvernement de la cité. Voilà, donc ça, vous le reverrez à travers les notes, et nous nous étions arrêtés à peu près là. Alors, je vais poursuivre maintenant. Donc, je suis sur la deuxième page des notes sur l'académie que je vous ai envoyées. Et ce que vous retiendrez de cette lecture, c'est la dimension institutionnelle très fortement affirmée de cette école dès sa création. C'est-à-dire que nous n'avons pas affaire à une entreprise commerciale. Et de ce point de vue-là, l'académie se différencie fortement de l'enseignement des sophistes, les grands sophistes, hein, ceux qui sont décriés, critiqués dans les premiers dialogues de Platon, étaient des érudits qui faisaient école d'une certaine manière, mais pas d'un point de vue institutionnel, c'est-à-dire que c'était des conférenciers, en fait, des conférenciers brillants, très réputés, qui voyageaient de lieu en lieu et qui donnaient des conférences, mais des conférences qui étaient payantes, c'est-à-dire que les sophistes se faisaient payer pour pouvoir transmettre leur enseignement. Mais ils ne s'attachaient pas véritablement de disciples à proprement parler, c'est-à-dire des élèves choisis qui, pendant une période de plusieurs mois, voire plusieurs années, étaient véritablement attachés à eux comme à un maître dont ils suivaient la totalité de l'enseignement. On imagine bien que ceux qui venaient écouter les sophistes payaient assez cher a priori, pour pouvoir assurer un certain nombre de conférences, un certain nombre d'enseignements, et puis ensuite le maître en question changeait de lieu et repartait sur un nouveau cycle de conférences, de cours, pour lequel d'autres disciples, entre guillemets, mais plutôt des auditeurs en fait, plutôt que des disciples, d'autres auditeurs payaient et retiraient le bénéfice. Donc, dans le cadre de l'académie, on a quelque chose de complètement différent, puisqu'elle se constitue sous la forme d'une confrérie, de ce que les Grecs appellent un thiasos, c'est-à-dire une confrérie religieuse, une association religieuse, consacrée donc au culte d'une divinité ou d'un héros. Alors, j'y reviendrai. Donc, c'est comme ça qu'elle se constitue. Et au sein de cette confrérie, tous les membres se sentent étroitement unis par un lien affectif très fort, que l'on appelle en grec la philia, donc mot qu'on traduit souvent par amitié, mais qui est en réalité quelque chose de plus fort que l'amitié. C'est véritablement un lien affectif très fort qui peut unir deux personnes. Donc ça, c'est la thèse traditionnelle concernant la naissance de l'académie. De ce point de vue-là, elle se constitue sur le modèle qui fut celui de la secte pythagoricienne, qui elle aussi était une association religieuse. Alors, dans les premiers temps, l'académie aurait été consacrée au culte des muses, et à partir de la mort de Platon, au culte de Platon héroïsé. Donc, ça nous renvoie à cette légende de la naissance de Platon qui tend à faire de lui un être de nature semi-divine, donc ce que les Grecs appellent au sens propre un héros. Alors, cette constitution sous forme de confrérie religieuse, d'association religieuse, correspond sans doute à une précaution pour pouvoir contrer les accusations d'impiété. Dans la tradition qui précède la fondation de l'Académie, on connaît un certain nombre de grandes figures qui incarnent la connaissance ou la sagesse, qui ont pu être en proie à des accusations, voire à des condamnations pour impiété. Alors, c'est le cas de Socrate, mais c'est aussi le cas de grandes figures comme Anaxagore, comme Diagoras, Protagoras, et même Aristote et Théophraste, donc plus tard, subiront eux aussi des procès pour impiété. Donc,
un certain nombre de commentateurs ont pu penser que finalement, le fait de consacrer une confrérie au culte des muses, donc dans un cadre traditionnel tout à fait en phase avec les cultes et les pratiques rituelles de la cité athénienne, aurait pu être une stratégie, hein, d'une certaine manière, de la part de Platon, pour pouvoir intégrer son enseignement dans un cadre qui fut parfaitement acceptable au regard des traditions athéniennes. Alors, c'est une hypothèse interprétative. Alors, de fait, comme dans toute confrérie religieuse, on pratiquait des cultes, on célébrait des fêtes avec sacrifices, banquets, etc. Donc, tout l'attirail habituel de la pratique rituelle dans le monde grec. Alors, il n'y a pas d'existence légale de cette académie, hein. Simplement, c'est une association qui n'existe que par son maître, autour du maître. Elle est reconnue, mais évidemment, on n'est pas du tout dans un système qui serait le système contemporain d'aujourd'hui, où des associations, des institutions, etc., ont une existence légale qui repose sur des textes constitutifs, sur des règlements, etc., etc. On est évidemment dans un cadre qui n'est pas celui-là, même si c'est un cadre institutionnel, mais un cadre institutionnel au sens de l'époque. Donc, cette association n'existe que par son maître, et on verra qu'à chaque fois que dans une école de philosophie, le maître décède, eh bien, la première question qui se pose, c'est celle de son héritage. Alors, c'est une question qui se pose sous deux formes. D'une part, la succession du maître, qui prendra la tête de l'école après le maître, parce que l'école n'existe que parce qu'elle a à sa tête un maître. Donc, lorsque le maître disparaît, il faut qu'il ait un successeur. Et c'est ainsi qu'apparaîtront des généalogies de maîtres à la tête des grandes écoles de philosophie, à commencer par l'Académie. Donc ça, c'est la première question qui se pose en termes d'héritage. Et la deuxième question, c'est l'héritage matériel lui-même, puisque l'école a pu accumuler un certain nombre de biens, en particulier, en général, les biens qui sont centraux dans une école de philosophie, ce sont les livres, hein, qui sont donc les objets par lesquels on peut transmettre, on peut conserver la connaissance. Et donc la question aussi de cet héritage matériel se pose à chaque fois que le maître disparaît. Et on a pu conserver, dans le cas de certaines écoles de philosophie, des textes qui sont les testaments des maîtres, dans lesquels ces maîtres, avant leur mort, organisent leur succession et leur héritage. Alors, le siège de cette école de Platon donc, est un sanctuaire consacré aux muses. Donc c'est pour cela qu'on a pu comprendre que l'école en question, finalement, s'était faite comme une confrérie religieuse consacrée au culte des muses, puisque le lieu choisi était un lieu dédié à ce culte. Puis ensuite, je vous l'ai dit, le culte s'orientera vers un culte de Platon héroïsé. Alors, le sanctuaire se situe dans un bois sacré à Athènes qui est consacré au héros Académos, d'où le nom que l'école prendra d'académie, puisque c'est le lieu d'Académos. Donc c'est un lieu écarté, solitaire, de la banlieue. Alors banlieue, bon, j'emploie ce mot moderne, mais on va dire des abords, des faubourgs, si vous voulez, nord d'Athènes. Donc c'est un lieu qui est à l'extérieur des murailles de la cité. Alors, ça peut paraître un détail purement factuel, mais c'est assez important parce que cette dimension d'isolement, de retrait de l'école de philosophie caractérise certaines d'entre elles. C'est le cas de l'Académie de Platon, ce sera le cas du Jardin d'Épicure, là où d'autres écoles, au contraire, se situeront en plein cœur de la vie civique. C'est le cas du Portique, donc l'école des Stoïciens. Donc c'est un lieu qui est un peu isolé, donc qui traduit une certaine idée de calme, de sérénité, mais aussi d'une certaine façon une certaine idée donc de secret, c'est-à-dire que c'est un lieu auquel accèdent les disciples qui vont suivre l'enseignement du maître. Le lieu est proche d'autres sanctuaires, comme le sanctuaire de Poséidon ou le sanctuaire de Dionysos, donc il est tout empreint de religiosité.
L'enseignement, alors, se déroulait sous forme de leçons magistrales. Ça, c'est assez, je dirais, classique. C'était déjà le cas de l'enseignement des sophistes. D'entretien et de beuverie, les symposia, donc les fameux banquets hein, où les hommes se réunissent pour boire et pour échanger, discuter. Banquets qui sont un élément constitutif de l'éducation selon Platon. Alors, il n'y a pas de vie en commun dans l'école de Platon. Donc, de ce point de vue-là, on n'est pas dans un cadre qui est celui de l'école de la secte pythagoricienne, où véritablement les disciples vivaient en permanence, au jour le jour, autour du maître, et même dormaient sur place. Dans le cas de Platon, il ne semble pas que l'académie était conçue sur ce mode-là. Donc, on imagine assez bien que les disciples venaient dans la journée suivre les enseignements du maître, passer du temps ensemble, et puis ensuite retrouver leur vie privée hors académie. Mais néanmoins, il y a une organisation collégiale, c'est-à-dire un véritable lien de collégialité qui unit le maître et les disciples entre eux. Alors, dans mes notes, vous verrez qu'on a pu établir aussi une comparaison entre cette organisation et une école de rhétorique contemporaine de l'académie, qui est l'école du grand orateur athénien Isocrate, qui fonda lui aussi sa propre école dans la même période que Platon, au même moment où Platon fonde son académie, et que cette école d'Isocrate a fonctionné elle aussi comme un centre de formation d'hommes politiques, et qu'elle devint très célèbre, au point que les deux écoles, l'Académie de Platon et l'école de rhétorique d'Isocrate, aient pu être perçues comme étant en compétition, comme étant en concurrence l'une par rapport à l'autre. Et de fait, je rappelle quelques éléments concernant l'activité au sein de l'école d'Isocrate, qui peuvent sans doute permettre de comprendre ce que pouvait être l'activité au sein de l'école de Platon, puisqu'Isocrate nous a renseigné, nous a donné beaucoup d'informations dans ses textes sur ses principes pédagogiques et sur la notion de vie commune importante qui organisait l'enseignement et la pédagogie. Donc vous trouverez ces éléments dans mes notes. Alors l'autre passage que je vous ai donné au sujet de l'académie, c'est le passage sur l'histoire de l'académie après l'académie. Et l'intérêt de ce livre, c'est justement de nous montrer qu'il existe une histoire de l'école après le maître, et que donc l'école ne disparaît pas avec son maître, mais qu'au contraire, la mort du maître crée en quelque sorte l'école à travers ce principe de succession. Donc l'histoire de l'académie, c'est une longue succession de scolarques qui vont prendre la place de Platon et qui vont, chacun à leur manière, à la fois poursuivre l'enseignement, mais aussi, parce que chaque personnalité a sa propre façon de concevoir cette transmission d'enseignement, vont aussi pouvoir faire évoluer la doctrine, parfois à la compléter, la préciser, mais même dans certains cas, lui faire subir des inflexions majeures, au point que les spécialistes de la philosophie ancienne distinguent plusieurs périodes dans l'histoire de l'académie qui correspondent à chaque fois à des moments de rupture par rapport à la doctrine. Alors tous les disciples ne resteront pas dans l'obédience de l'académie, hein. Certains iront fonder leur propre école. Le cas le plus célèbre évidemment pour les disciples de l'académie, c'est celui d'Aristote, qui après avoir été un disciple de l'académie, va fonder sa propre école, le Péripathos, avec un enseignement doctrinal qui en partie reprend l'enseignement de Platon, mais qui, pour bien d'autres aspects, a son originalité. Alors, ce qui est intéressant aussi dans ce passage du livre 4, c'est qu'il montre comment les liens affectifs forts qui pouvaient exister entre maître et disciple ou entre disciples, dans certains cas, pouvaient être véritablement des liens de nature amoureuse,
hein, donc avec une relation d'amant, hein, pas seulement d'amis ou de disciples, une relation d'amant entre le maître et ses disciples, et que dans un certain nombre de cas, le maître a pu choisir comme successeur son disciple favori, mais qui n'était pas seulement le favori en tant que bon élève, si vous voulez, bon auditeur de l'enseignement, mais aussi en tant que amant. Ça, c'est une dimension qui renvoie à la fois à une réalité culturelle de l'éducation sur le modèle grec, et en particulier en contexte athénien, hein, cette relation amoureuse qui peut unir deux hommes entre eux, et en particulier un homme jeune qui n'est pas encore un citoyen de plein droit, avec un homme plus âgé qui est chargé de lui transmettre son expérience et ses connaissances. Donc ça renvoie à une réalité qui est une réalité grecque, mais ça renvoie aussi à une certaine conception de la relation qui doit unir au sein de l'école la communauté. Et puis, vous trouverez ensuite dans mes notes un certain nombre d'éléments, mais sur lesquels vous ne vous arrêterez pas trop, parce que cela, il aurait fallu que je puisse les commenter en cours. Et je ne suis pas certain qu'ils soient bien compréhensibles tels quels sur mes notes. D'éléments qui portent sur justement les ruptures qui ont pu s'instaurer dans l'histoire de l'académie, donc qui sont le fait de certains scolarques qui font évoluer de manière forte la doctrine. Et donc tout cela nous est rapporté de manière synthétique par Diogène Laërce dans son histoire de l'académie. Alors, ce que vous verrez sur la fin du document, c'est que toutes les sources que nous conservons sur cette histoire de l'académie, donc ces successions de scolarques, arrêtent leur succession au 1er siècle avant Jésus-Christ avec Philon de Larissa. Philon de Larissa, c'était un personnage important. Il a été le maître de Cicéron. Je rappelle que Cicéron se caractérise, se définit comme un académicien, donc un disciple de Platon et de l'Académie, et il le doit en grande partie à l'enseignement qu'il a suivi auprès de Philon de Larissa, entre autres maîtres. Et donc c'est ce Philon de Larissa qui aurait été, si l'on s'en tient à nos sources, le dernier scolarque en titre. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'académiciens après lui. La preuve, Cicéron est un académicien. Il n'y a plus d'académiciens, donc il n'y a plus de, si vous voulez, de philosophes qui se revendiquent de l'enseignement de l'académie, mais l'académie en tant qu'institution, c'est-à-dire l'école telle qu'elle a été créée, fondée par Platon à Athènes, pourrait avoir disparu à cette époque. Et de fait, on pense qu'en tant qu'institution, l'académie disparaît à cette époque. Donc le platonisme, si vous voulez, la pensée de Platon ne disparaît pas, mais l'époque en elle-même disparaît. Alors, avant de renaître beaucoup plus tard, dans un contexte différent que je ne commenterai pas ici. Donc voilà pour quelques éléments de commentaire sur ces notes. J'espère que c'est suffisant.